Bonjour à tous et à toutes. Merci à nos participants de nous rejoindre. Je suis très heureuse et honorée d'animer aujourd'hui le 9e webinaire qui est consacré à un sujet qui peut paraître peut-être un peu technique, la valeur résiliente de l'immobilier, mais qui est en fait extrêmement intéressant, puisqu'en fait, il va nous faire toucher du doigt les difficultés qu'il y a à être vertueux dans le domaine de l'immobilier. J'ai donc le très grand plaisir d'accueillir deux intervenants de grande qualité. Olivier Meige, qui est fondateur de Ecor, qui est une agence de notation et avec lequel j'ai le plaisir de travailler au sein du réseau TRISE, et Étienne Dupuis, qui est asset manager à Yves Invesco, qui gère un patrimoine considérable de 14 milliards d'euros et qui est également responsable ESG et développement durable de cet organisme. Nous allons ensemble discuter de la valeur du patrimoine immobilier et comment peut-on intégrer dans cette valeur et valoriser les efforts qui sont faits pour s'inscrire dans la durabilité et l'adaptation des bâtiments aux temps qui viennent. Voilà, donc je vais sans plus tarder passer la parole à Olivier Meige pour une dizaine de minutes, puis à Étienne Dupuis et je conclurai. Merci Corinne, bonjour à tous. Je suis très honoré d'avoir été invité à ce webinaire. Je vais, pour l'essentiel, vous délivrer un message aujourd'hui qui est que pour que le développement durable soit intégré dans les décisions des agents économiques, il faut repenser la valeur. Et donc, c'est tout l'objet de cette discussion aujourd'hui. Avant de rentrer dans le vif du sujet, dans le développement, je vais très rapidement présenter donc RQR, qui est l'acronyme de Real Quality Rating, donc qui est une agence de rating pour les actifs immobiliers d'entreprise. Vous connaissez Standard & Poor's, Moody's, qui sont des agences de rating dans le domaine du crédit. RQR est une agence de rating qui, elle, fait quelque chose de semblable, mais dans le domaine de l'immobilier. Et donc, ce qu'on propose quant à la valorisation, c'est justement une valorisation holistique et de long terme. Et quand on dit, alors pourquoi holistique? Parce que c'est une valorisation qui intègre toutes les dimensions pertinentes du développement durable. Donc, selon trois grands axes, l'axe utilité économique, utilité environnementale et utilité sociale. La résilience, quant à elle, qui pourrait être définie comme la capacité à résister à des chocs exogènes ou à la capacité à recouvrer ses fonctionnalités suite à un trauma ou à des chocs exogènes, c'est un thème qui est transversal, qui est consubstantiel en fait à ces dimensions de développement durable, puisque à partir du moment où on s'inscrit dans le long terme, donc je vous rappelle c'est une valorisation de long terme, on se pose la question de savoir au sujet d'un immeuble quelle est sa capacité à conserver sa raison d'être justement dans le long terme. Et conserver sa raison d'être et ses fonctionnalités dans le long terme, ça dépend notamment de sa résilience, mais ça dépend aussi d'autres aspects tels que la capacité à résister à la vétusté ou la capacité à résister à l'obsolescence. Donc, on peut dire que la résilience fait partie des fondamentaux des immeubles. Les fondamentaux, c'est un terme utilisé par les praticiens en immobilier pour désigner les déterminants principaux de la qualité d'un immeuble. Bien, donc là, je vais rentrer dans le vif du sujet et je vais aborder essentiellement deux parties. La première, c'est la valeur, quels sont ses enjeux et quelles sont ses problématiques. Et la deuxième partie, c'est quelles sont les solutions qui sont proposées justement pour résoudre ces problématiques. Alors, l'enjeu de la valeur, c'est ni plus ni moins que la détermination de nos choix collectifs. Et qui engage à terme finalement notre survie en tant que collectif. Alors pourquoi? Parce que nos choix collectifs en fait sont décidés, on va dire, dans un cadre
qui est défini par le cadre juridique, les lois. Et dans ce cadre, nos décisions sont déterminées par des incitations. Et il se trouve que la valeur, c'est l'incitation par excellence. Si vous avez par exemple deux produits, un produit A, un produit B, supposons qu'ils ont exactement les mêmes prix, vous constatez que le produit A a une valeur supérieure au produit B, vous allez choisir le produit A et aux dépens du produit B. Donc la valeur incitative, le rôle incitatif de la valeur plutôt, est extrêmement puissant, non seulement en immobilier, mais également dans l'économie en général. Mais quelle est la problématique? La problématique, c'est qu'aujourd'hui, en immobilier, la valeur, donc la valeur qui est définie par notamment les experts, mais pas que, on constate qu'elle ne fait pas un bon travail pour justement intégrer la qualité des immeubles. On l'a démontré de manière empirique récemment sur différents marchés. On constate que, par exemple, lorsqu'on analyse des valeurs locatives, on voit que ces valeurs locatives, en fait, n'intègrent pas toutes les dimensions de la qualité. C'est même l'inverse, en fait, les valeurs locatives sont très monodimensionnelles, c'est-à-dire qu'elles sont essentiellement dépendantes de la qualité de localisation. Or, quand on interroge les agents économiques ou plus largement ce qu'on appellerait les parties prenantes, on constate que pour les parties prenantes, la valeur, elle n'est pas monodimensionnelle, elle est bien pluridimensionnelle, c'est-à-dire qu'on va effectivement accorder un poids important à la qualité de la localisation, mais on ne va pas considérer que la qualité de localisation est le déterminant ultime et unique de la valeur. Et donc là, ce qu'on voit, c'est que on constate très clairement une déconnexion entre ce que j'appellerais donc la valeur telle qu'elle est mesurée aujourd'hui par les évaluateurs, par les experts au premier chef, et d'autre part les fondamentaux, c'est-à-dire la valeur qu'on pourrait qualifier de sous-jacente, présente finalement dans le collectif humain. Et donc, on voit effectivement des études aujourd'hui qui prétendent démontrer l'existence d'une valeur verte, mais dans un tel contexte, la valeur verte ne peut pas exister. Et donc, je pense que ces études ne sont pas forcément très sérieuses. Donc, les conséquences de ces situations, c'est des mauvaises décisions, enfin des mauvaises incitations tout d'abord, puisqu'on a vu que la valeur est une incitation extrêmement forte, qui aboutissent à des mauvaises décisions, qui aboutissent au final à une déconnexion entre les aspirations, on va dire, sociales du collectif humain et au final les décisions d'allocation de l'épargne publique, d'allocation du capital. Donc voilà poser les enjeux et les problématiques. Maintenant, on va s'intéresser à des solutions possibles en fait pour résoudre cette situation. Alors, la solution que nous proposons, c'est de manière générale, hein, sur son grand principe, c'est une approche qui est basée sur ce qu'on appelle en anglais le hacking. Donc, le hacking, ça veut dire que on adopte une approche qui est basée sur la croyance que la meilleure façon de révolutionner un système, en fait, c'est de le changer de l'intérieur. Le hacking, c'est changer les choses de l'intérieur, c'est rentrer dans le système pour le faire évoluer. Alors, avant de proposer une solution, il faut toujours se poser la question des causes. Quelles sont les causes premières du phénomène qu'on a décrit, c'est-à-dire du phénomène de déconnexion entre les fondamentaux et la valeur? Alors, de mon point de vue, il y a deux causes principales, une cause technique et puis une cause conceptuelle. La première cause, donc la cause technique, c'est une cause qui résulte de l'incapacité pour les évaluateurs, justement, à fournir une évaluation de marché des fondamentaux. Or, Alain Supiot l'a très bien écrit dans Le gouvernement par les nombres, quand on n'est pas capable de mesurer quelque chose, eh bien, cette chose-là ne sera pas intégrée dans les décisions. Donc, si on n'est pas capable d'évaluer les fondamentaux, les fondamentaux ne vont pas se retrouver dans les évaluations et ne vont pas se retrouver au final dans les décisions d'investissement.
Donc, comment dire, la cause technique, incapacité à évaluer les fondamentaux. La cause conceptuelle, c'est à mon avis, une confusion entre le prix et la valeur. Aujourd'hui, la valeur, telle qu'elle est, on va dire, déterminée, notamment par les experts immobiliers, de mon point de vue, n'est qu'une estimation de prix. C'est l'estimation d'un prix probable. Et à partir du moment où on confond la valeur avec le prix, finalement, on est dans une situation où on se met dans une sorte de prison circulaire, quelque part, de prison logique, puisque le prix, en fait, il est basé, enfin, l'estimation de prix est basée sur l'analyse de transactions passées. Et quand on est un investisseur immobilier, quand on est un évaluateur immobilier, on est quelqu'un de très pragmatique, et donc on constate que les prix tels qu'ils étaient définis hier sont des prix essentiellement monodimensionnels, c'est-à-dire que ce sont des prix qui sont essentiellement déterminés par la qualité de la localisation. Et fort de ce constat, eh bien, on dit que les prix de demain devront également n'être déterminés que par la localisation. Donc, on est vraiment dans cette logique circulaire. Alors, comment sortir de cette logique circulaire? Eh bien, c'est justement en admettant, en posant le fait qu'il y a une valeur et que cette valeur, elle est bien distincte des prix. Et c'est ce qui se fait, par exemple, dans le domaine de l'equity, dans le domaine de l'investissement action, et qui permet ce qu'on appelle les arbitrages, c'est-à-dire qu'un investisseur va comparer à tout moment des prix et des valeurs, et à partir du moment où il constate qu'une valeur est supérieure au prix, eh ben, il va acheter, donc il va être long sur l'investissement, et à partir du moment où, à l'inverse, où il constate qu'une valeur est inférieure au prix, il va être court, où il va vendre. Et donc, c'est ce phénomène d'arbitrage, en fait, qui permet au cours du temps au prix d'évoluer et de converger vers les valeurs. Donc, voilà pour les causes. Alors, comment résoudre ces deux problèmes? Bon, le problème technique, on l'a vu, c'est un problème qui est lié à la carence d'une évaluation de marché des fondamentaux. Aujourd'hui, on propose une évaluation qu'on appelle justement de ces fondamentaux, qu'on appelle la qualité intégrale. Et la qualité intégrale, c'est justement, elle est définie comme étant l'évaluation des fondamentaux qui va permettre, dans un deuxième temps, la connexion à la valeur. Alors, donc, ce deuxième temps, donc c'est précisément la connexion à la valeur. Et donc là, ça consiste à déterminer le montant en euros en fait, qui serait associé à un certain niveau de qualité. Donc qualité qui elle-même, comme j'ai dit tout à l'heure, intègre, évalue, et l'indicateur synthétique, la mesure, donc qui va évaluer la qualité des fondamentaux, les fondamentaux. Et donc, pour aboutir à une valeur qui intègre la qualité, eh bien, il faut que cette valeur, finalement, intègre les dimensions de la qualité finalement, à la hauteur des pondérations respectives de ces fondamentaux dans la qualité. Donc, je parlais tout à l'heure du fait qu'on était pour illustrer, on était sur une logique aujourd'hui sans localisation, zéro le reste. Eh bien, ce qu'il faut, c'est faire évoluer la valeur de façon à ce qu'elle reflète une situation dans laquelle on considère que la qualité de localisation est importante, mais elle n'est pas tout, et que donc il faut intervenir également d'autres déterminants. Alors bien évidemment, Étienne en parla tout à l'heure, la qualité n'est pas l'unique déterminant de la valeur. Il y a aussi des éléments relatifs à la rareté, mais on va dire que la rareté est beaucoup moins difficile à appréhender que la qualité, puisqu'elle s'impose à nous. Donc pour conclure, donc notre thèse en fait, c'est que pour toutes les dimensions, pour que les dimensions du développement durable soient intégrées aux valeurs, eh bien il faut mesurer une valeur fondamentale qui soit clairement distincte du prix et qui soit clairement connectée à la qualité, au concept de qualité. Cette affirmation est une condition nécessaire à la prise en compte des aspects du développement durable dans les décisions des acteurs économiques, mais elle n'est bien sûr pas suffisante dans le sens où il faut aussi, en parallèle de cela, des institutions qui vont modeler, qui vont éduquer justement les préférences des parties prenantes
de façon à ce qu'ils soient conscients des enjeux environnementaux, des bonnes pratiques et des conséquences de leurs actes de manière plus générale. Et donc en faisant comme ça, je pense qu'en mettant ces deux institutions en parallèle, donc une institution qui permet la mesure et une institution qui permet l'éducation, eh bien, on répond quelque part aux vœux d'un philosophe canadien qui s'appelle Alain Deneau, que j'aime beaucoup, et qui propose, qui nous invite à sortir de l'opposition justement entre l'économie, avec un petit e, qui est finalement la science de l'intendance, et l'écologie, pour aller vers une économie avec un grand E, c'est-à-dire qui donc revient finalement aux sources de la définition de l'économie, qui définit comme étant la science des relations bonnes entre l'homme et le monde. Merci voilà. Olivier, et belle conclusion. Étienne Dupuis, vous avez la parole. Merci. Olivier a terminé de manière philosophique et j'ai presque envie de repartir de ça. Évidemment, les discussions qu'on a, pas quotidiennement, mais quand même très très fréquemment avec Olivier, sont beaucoup moins philosophiques et beaucoup plus pragmatiques et appliquées. Mais c'est vrai que cette réflexion, quelque part, nous invite à remettre en question la notion même de densité. À partir du moment où tout le monde raisonne sur le fait que c'est la localisation qui compte, et les fameux 3 localisations de la valeur immobilière, hein, real estate value is location, location and location, et même si on qualifie cet aspect localisation de 3 manières différentes, j'ai souvent constaté que c'était quand même effectivement le raisonnement. Et à partir du moment où on raisonne localisation, on considère qu'effectivement, il y a une rareté, puisque le monde est fini. Et donc, il y a une rareté véritable et quelque part, on accepte d'une certaine manière de créer des situations de rente. Et est-ce que la rente est quelque chose de très bon pour l'économie en général et l'humanité au-delà? Je ne suis pas convaincu. Bref, effectivement, on part d'une grosse problématique sur la différence entre la valeur et le prix. Et quand on est investisseur immobilier, je dirais qu'une bonne partie du métier, c'est ça. Pour créer de la performance financière, quand on investit, il faut commencer par regarder un actif, se dire qu'il a effectivement un prix de marché et se dire qu'il a une valeur potentiellement ou d'ailleurs une valeur patente supérieure au prix proposé. Donc ça, c'est une mécanique d'arbitrage que la finance connaît assez bien. Et c'est un jeu qui est un jeu intelligent, hein, le jeu d'arbitrage. Il y a une imperfection de marché, on décèle cette différence. Mais après, évidemment, une fois qu'on a décelé cette différence, il faut quand même que le marché comprenne que, ah oui, vous avez été malin, vous avez acheté à un prix inférieur à la valeur, mais du coup, votre métier pour une partie, c'est de révéler cette valeur quelque part. Alors, on peut la révéler par effectivement de l'éducation et toute une approche de long terme. On la révèle aussi par du marketing. Quelque chose d'assez intelligent, mais je dirais que c'est un peu court. C'est-à-dire qu'en fait, la situation de l'immobilier, c'est quand même le plus souvent de la valeur potentielle. Et une partie de notre métier, c'est effectivement de déceler les options d'améliorer cet actif. C'est-à-dire que cet actif va avoir un prix à un moment donné, une valeur à un moment donné, et le métier de l'asset manager, c'est non seulement de révéler cette différence pour que le prix s'ajuste à la hausse sur la valeur, mais c'est aussi de créer de la valeur. Et évidemment, je pense que globalement, c'est beaucoup plus motivant, en tout cas pour une bonne partie de la population, de créer effectivement de la valeur plutôt que de simplement la révéler. Mais quand même, il faut toujours partir de ce problème de la rareté immobilière et de la rareté de la localisation. Et la rareté, elle est intrinsèque à l'immobilier, donc pour ces problèmes de localisation, puisque le monde est fini, mais elle est aussi intrinsèque et elle rend ce secteur de l'économie cyclique. Pourquoi? Parce que quand vous avez une demande à la hausse de mètres carrés, eh bien de toute façon, il faut du temps pour produire ces mètres carrés et en général, il faut entre 2 et 4 ans pour produire ces mètres carrés. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la demande à un moment donné peut augmenter, mais l'offre va toujours mettre un certain temps à s'ajuster. Elle va parfois d'ailleurs s'ajuster beaucoup trop fort par rapport à une demande calculée ou estimée. Et puis éventuellement, elle va s'ajuster sur la base d'une demande de l'année 1. Et quand elle sera livrée en année 3 à 4, eh bien la demande peut-être sera inférieure. Et donc, on crée de la cyclicité et des problèmes évidemment de prix et de valeur,
puisqu'il y a ce double facteur de rareté, localisation et nombre, quantité produite. Donc, ce jeu-là, c'est un jeu de stratégie d'investissement, mais ce n'est pas complètement un jeu qui intègre la qualité. Par contre, là, le sujet, c'est quand même de se concentrer sur la qualité. Et la qualité aujourd'hui en immobilier, effectivement, elle est plutôt mal mesurée. Et l'apport de la société RQR sur notre travail, c'est quelque part de mettre, justement, de nous aider à rendre plus évident cet apport de qualité qu'on peut réaliser. Donc, on fait non seulement émerger la différence prix-valeur en prenant une photographie de l'actif améliorée, c'est-à-dire on passe peut-être d'un noir et blanc, voire d'un bicolore, à la photo couleur et à toutes les nuances qu'on peut avoir. Donc ça, c'est un apport effectivement énorme, mais ça nous aide aussi à programmer l'activité et à identifier les options d'amélioration. C'est-à-dire qu'un mauvais score, finalement, n'est que l'occasion de progresser. Donc c'est un outil extrêmement positif qu'on a commencé à bien utiliser sur notre portefeuille et qu'on apprécie énormément, y compris justement donc au moment de l'acquisition. Quand on est capable de parler de la qualité véritablement, on est capable d'engager un discours intelligent avec un acteur qui, justement, tout d'un coup, ne se retrouve plus en situation de « zut, ce truc est rare et je vais être obligé de surpayer pour l'avoir », mais dans une situation de « ah, enfin, j'ai une clarté sur le service qui m'est rendu et je comprends la valeur de ce service, donc, entre guillemets, je veux bien payer un niveau de loyer ». Donc, évidemment, là, on comprend quand même qu'on passe d'une logique d'équilibre, de rareté, quelque part de combat entre les acteurs et d'équilibre final de Pareto qui n'est qu'un équilibre de rapport de force, à un équilibre beaucoup plus positif qui est un équilibre de service et de contribution. C'est-à-dire que d'un coup, dans une négociation, eh bien, on est capable d'articuler le fait que le service est bien meilleur et donc les acteurs peuvent payer le loyer dû avec beaucoup moins de problèmes. Je dirais que ce facteur est absolument essentiel et quelque part participe aussi de ce que Corinne Lepage a évoqué en d'autres lieux, qui est que nous voici enfin quelque part dans un monde où les externalités positives et négatives vont commencer à être un peu mieux comprises par le marché et un peu mieux capturées. Et j'ai envie d'aller un peu plus loin puisque dans de nombreux cas d'asset management sur notre portefeuille, nous nous trouvons parfois dans des configurations où le choix écologique, le choix qui, entre guillemets, devrait s'imposer et commence à s'imposer aussi quand même par le jeu des régulations des diminutions d'émissions carbonées, etc. Mais le choix écologique revient plus cher. Et finalement, est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est acceptable? Et je pense que c'est allé de moins en moins. Donc, le principe du pollueur-payeur, là encore, hommage à Corinne Lepage, au travail accompli toutes ces années, le principe du pollueur-payeur, finalement, devrait fonctionner aussi comme quelque part un principe du contributeur positif qui devrait lui aussi bénéficier. Donc l'incitation fiscale, entre guillemets, devrait fonctionner dans les deux sens. Et j'ai souvent ce cas malheureux où le choix vertueux revient plus cher et où je souhaite évidemment engager des conversations avec notamment les acteurs de la rareté foncière, à savoir les mairies, pour évoquer avec eux le fait qu'une part de leur rôle, quelque part, c'est de rendre le vertueux solvable et de permettre à un projet qui veut améliorer les conditions de fonctionnement non seulement d'un immeuble et donc de ses occupants in fine, mais éventuellement du quartier, voire de la ville, devrait être récompensé. Donc on a des cas multiples et je me garderai de faire trop de références au cas parisien. Et il y a un cas qui m'a intéressé particulièrement à Hambourg, dans le cadre d'un Business Improvement District, donc une démarche européenne, encouragée par l'Europe, où la ville de Hambourg a dit « j'ai pas les moyens de subventionner les travaux d'amélioration qui vont aller dans le sens du développement durable. Mon seul moyen, c'est de vous laisser construire un peu plus de mètres carrés, si ces mètres carrés vous permettent de rendre l'ensemble de l'immeuble vertueux. » Et ça a fonctionné très bien. Les propriétaires ont pu rajouter un étage, voire peut-être en jouant sur le prospect, un demi-étage de plus. Tout ça a solvabilisé les travaux nécessaires d'amélioration de tout un quartier. Et je trouve cela extrêmement positif et je pense que ça doit faire partie de ces réflexions. Mais encore une fois, on n'arrive pas à prendre ces décisions si on n'a pas une mesure de la qualité et de l'impact.
Et je résumerai le cas un peu pour conclure. On a souvent des immeubles de bureaux notamment qui ont des équipements de climatisation sur leur sommet. Ces équipements de climatisation, évidemment, échangent de la chaleur à l'intérieur, la rejettent à l'extérieur de l'immeuble pour faire du frais à l'intérieur. La chaleur rejetée à l'extérieur, elle ne va pas disparaître comme par enchantement. Malheureusement, elle impacte le quartier. Et dans la mesure où le changement climatique, c'est quand même maintenant à de moins en moins long terme un réchauffement, vous allez avoir des situations notamment urbaines où ces immeubles vont contribuer par des augmentations de température au pire moment pour l'ensemble des habitants. Entre guillemets, ça, à un moment donné, les habitants vont commencer à se dire, tiens, mais pollueur-payeur, finalement, j'ai une nuisance, je dois avoir une compensation, etc. Et à l'inverse, moi, ce que je souhaite mettre en place d'ailleurs sur le portefeuille, ce sont aussi des immeubles qui contribuent positivement. Et quand vous regardez un immeuble à climatisation intégrée au sommet de l'immeuble qui génère un îlot de chaleur de 3-4 degrés dans un rayon de 100 mètres autour de l'immeuble, versus un immeuble vertueux équipé d'agriculture urbaine, équipé de structures vertes, pour le coup, qui génère, lui, un îlot de fraîcheur de 1,5 degré à 2 degrés à 100 mètres autour de cet immeuble, eh bien, je pense que là, il y a un équilibre à retrouver et que finalement, la qualité immobilière devient de la qualité urbaine. Donc, j'incite presque RQR à développer des outils d'analyse de la qualité urbaine parce que c'est notre horizon. Le monde est fini et il faut travailler avec le monde qu'on a pour l'améliorer, le rendre non seulement durable, mais plus vivable. Voilà, c'est ma conclusion. Merci Étienne Dupuis pour cette belle conclusion. Peut-être 2-3 réflexions d'ordre un peu juridique sur ce que vous venez de dire. Bon, bien sûr, le sujet des externalités est un sujet absolument central qu'on retrouve dans la prime automobile, dans les bonus-malus, dans le principe pollueur-payeur, dans tout ce que vous voulez. C'est toujours la même idée. Et cette idée qu'il est absurde d'être dans un système dans lequel plus vous achetez bon pour la collectivité et l'environnement, et plus vous payez cher. C'est la même chose pour l'alimentation, d'ailleurs. Donc, il faut arriver à sortir de ça. Alors, comment est-ce qu'on peut faire? Il n'y a pas 50 solutions. Il y a une solution qui est celle de la réglementation. C'est-à-dire que quand on intègre dans la réglementation des obligations vertueuses, on est bien obligé de les mettre en place. Bon, je pense à la RT 2020, par exemple, RT 2012, RT 2020. Bon, c'est une manière d'intégrer des obligations en termes d'économie d'énergie à l'intérieur des bâtiments. Il n'y a pas le choix, c'est une obligation. Voilà. Derrière la réglementation stricto sensu, il y a la réglementation dans les tuyaux. Je veux dire par là que l'anticipation de réglementation peut être également un outil intelligent pour créer de la valeur. On sait très bien que quand vous avez des discussions, alors l'immobilier n'est pas une compétence communautaire, mais en revanche, les objectifs climatiques ou les objectifs en termes de biodiversité sont des objectifs communautaires. Et puis, vous avez, en dehors des textes stricto sensu, beaucoup de rapports qui sont beaucoup plus larges en réalité que les compétences stricto sensu. On sait que quand il y a quelque chose dans les tuyaux au niveau communautaire, c'est bon pour chez soi 5 ou 6 ans plus tard, à peu près. Entre 5 et 10 ans, on se le prend. En bon ou en pas bon, mais voilà, c'est comme ça. Et donc, je pense aussi que l'anticipation de la réglementation est un outil qui peut être intéressant en termes de création de valeur. Disant, écoutez, voilà, c'est pas obligatoire maintenant, mais ça risque de l'être dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans, de faire les travaux qui correspondront à une mise aux normes dans ces années-là, ça coûtera finalement beaucoup plus cher que d'anticiper la réglementation. C'est le premier volet sur lequel je voulais insister. Le deuxième volet, c'est effectivement ce que j'appellerais la vérité écologique des prix. Vous êtes tous les deux beaucoup plus jeunes que moi. Moi, quand j'étais jeune, très jeune même, qu'on était encore dans un système de prix réglementé, on parlait de la vérité économique des prix. Parce qu'on avait des prix administrés qui étaient sans rapport avec la valeur économique des choses. Je pense qu'il faut aller vers une vérité écologique des prix, c'est-à-dire progressivement rejoindre ce que vous avez parfaitement décrit entre la différence entre le prix et la valeur. Et donc, effectivement, pour faire ça, il n'y a pas 50 solutions. Il y a effectivement la fiscalité.
qui peut être un outil intéressant. Et puis, vous avez des inventions comme les quotas d'émissions, qui ne sont pas de la fiscalité, qui ne marchent pas forcément bien, mais voilà, c'est un outil qui a été inventé pour essayer de valoriser financièrement ce type de sujet. Vous avez aussi les bonus-malus, qui ne sont pas directement de la fiscalité, mais qui intègrent les prix. Vous avez toutes les réflexions aujourd'hui autour de ce qu'on appelle la TVA circulaire, qui est une réflexion intéressante. On aura du reste l'occasion d'en parler avec Romain Ferrari au mois de juin, qui viendra au webinaire du, je ne vais pas dire de bêtises, ça doit être du 17 juin. Voilà, ça c'est encore une manière de faire. Et puis, dernier point, vous avez envisagé, Monsieur Dupuis, quelque chose dont je crois me souvenir que ça a existé, alors je ne sais pas si ça existe encore, mais quand on a commencé à vouloir développer un peu les énergies renouvelables en France, on a permis qu'il y ait des COS, des coefficients d'occupation des sols supplémentaires pour les bâtiments qui avaient un système d'énergie renouvelable. On pourrait utiliser le même système pour les bâtiments à énergie positive, par exemple. Donc, quand un bâtiment est à énergie positive, il a le droit à X% en plus de construction. Voilà, ça c'est une manière de faire. Et puis, je dirais, dans les règles d'urbanisme, à côté des règles que l'on a sur la quantité d'espaces verts ou des règles de cet ordre, on peut tout à fait avoir dans des PLUI, des plans locaux d'urbanisme intercommunaux, des règles concernant les espaces de verdure, les façades végétalisées, toutes sortes de choses qui peuvent être soit obligatoires, soit favorisées, avec le même système que précédemment. Donc, il y a quand même un certain nombre d'outils juridiques qui peuvent aider à aller dans la direction que vous souhaitez. Voilà les quelques propositions que je voulais faire. Et donc, je vous propose maintenant de donner la parole à nos auditeurs, nos participants. Alors, on va commencer avec la première question. Quels sont les critères déterminants qui fondent la valeur verte? Je ne sais pas qui veut répondre. Olivier? Oui, les critères déterminants qui font la valeur verte. Alors, la valeur verte, c'est quelque chose qui est qui n'est pas facile à définir. Je pense qu'il n'y a pas la valeur verte, il y a la valeur de manière générale. Et la question est de savoir si cette valeur intègre ou pas, comme j'ai dit tout à l'heure, les aspects développement durable. Donc, eh bien, donc si maintenant on se pose la question de quels sont les critères quelles sont les dimensions en fait du développement durable, ben, j'en ai parlé, je l'ai évoqué tout à l'heure rapidement, c'est donc l'utilité économique, l'utilité sociale, l'utilité environnementale, puisque encore une fois le développement durable n'exclut pas l'économique, il l'intègre. Et sur les aspects donc plus on va dire connotés écologiques, que sont la qualité environnementale et la qualité sociale sociétale. Donc qualité écologique, bah, c'est alors là on peut les décliner, c'est la capacité de l'immeuble à être sobre, voire à être à énergie positive, la capacité à avoir un impact au moins neutre sur son environnement, voire positif. Donc Étienne parlait du changement climatique, des émissions de gaz à effet de serre. Sur les aspects sociétaux, là c'est plus relatif aux dimensions relatives par exemple au bien-être, à l'inclusivité, des employés, aussi à la contribution de l'immeuble dans son quartier. Vous voulez rajouter quelque chose? Oui, j'ai envie de compléter un petit peu aussi, parce que la question de la valeur verte est intéressante. Mais ce que j'ai trouvé intéressant aussi dans les discussions qu'on a eues avec Olivier autour de RQR et de l'analyse de nos immeubles, c'est que, en fait, quand vous avez une approche de qualité, vous pouvez avoir une approche de qualité qui est technique, économique, etc. Bon. Mais en fait, toutes les dimensions que vous pouvez regarder, finalement, ont pas forcément une dimension verte, mais une dimension de développement durable, d'impact positif.
Et donc, la valeur verte, elle est en fait incluse quelque part dans toute démarche de valeur. Et je trouve éventuellement dangereux de différencier un peu trop cette notion de valeur verte qui serait quelque chose de séparé, encore une fois, de la valeur immobilière. Et je pense que la discussion et l'apport de RQR, c'est de permettre d'articuler un discours autour de sujets qui pourraient être qualifiés entre guillemets de verts, mais qui sont in fine des approches de qualité. Et je pense que un des enjeux, c'est aussi de ne pas trop séparer cet aspect vert versus le reste. L'académie, au sens tous les papiers de recherche qu'on peut avoir sur le thème, montrent que les immeubles dits verts sont surperformants, de manière statistiquement prouvée, dans le temps, etc. Ce sont des actifs qui fonctionnent mieux, qui génèrent des loyers meilleurs, qui génèrent des taux de vacances moindres et qui ont une meilleure valeur in fine. On peut dire que c'est de la valeur verte, mais c'est avant tout de la qualité améliorée. Et voilà, un immeuble de meilleure qualité fonctionne mieux. Ah, il a donc une meilleure valeur. Ah, voilà, donc quelque part, on a pris un prisme vert à un moment pour dire, mais finalement, c'est quand même de la qualité. Et quand on évoque le fait que les valeurs vertes d'environnement, de moindre pollution, mais tout ça, c'est de la qualité. Et si j'ose dire, il n'y a que ceux qui n'ont pas envie de la qualité et de la transparence qui combattent ces valeurs vertes. Puisque de toute façon, c'est de la qualité, in fine. Voilà. Alors, question suivante. Comment renforcer le poids de l'arbitrage sur le prix? Renforcer le poids de l'arbitrage sur le prix? Ouais. Alors, donc là, c'est une démarche inverse. Et bien, comment on renforce le poids de l'arbitrage sur le prix? En organisant le manque de transparence dans un marché. C'est comme ça qu'on fait. Moins le marché sera transparent et moins les gens seront éduqués, plus ce sera facile d'arbitrer et d'avoir de l'arbitrage au sens on bénéficie, on profite d'une mauvaise compréhension par le marché entre le prix et la valeur. Si j'ai bien compris la question. Donc à l'inverse, un marché éduqué et transparent Oui, je me permets de compléter parce que je pense que si je crois percevoir l'intention qui est de dire, bon, vous avez parlé des arbitrages comme moyen en fait de faire converger le prix vers la valeur et au final de faire évoluer la façon dont le prix est fixé. Et comment est-ce qu'il y a des moyens à mettre en œuvre pour accélérer ce phénomène-là? Je pense que c'est ça probablement la question. Je pense que je pense que la première, la première mesure à prendre, c'est organiser le marché de façon à ce qu'il y ait une mesure, largement acceptée de la valeur, d'une valeur véritable en fait, qui intègre toutes les dimensions, et que cette valeur soit institutionnalisée. Alors là, je ne suis pas très compétent sur comment faire ça. Je pense que c'est modifier les chartes, notamment d'évaluation, de façon à ce que, ce qui est en train de se produire d'ailleurs, la RICS, donc, qui est l'organisme, le régulateur anglo-saxon de l'expertise immobilière, donc Royal Institute of Chartered Surveyors, récemment, dans la dernière version de sa Bible, quelque part, stipule que les experts doivent prendre en compte les aspects développement durable. Mais c'est une injonction et donc c'est une bonne chose. Mais après, il faut effectivement mettre les moyens en œuvre. Et donc c'est pour ça que nous, notre approche, c'est simplement de trouver un moyen de collaborer avec les experts de façon à ce qu'ils puissent intégrer la qualité dans leur valeur. Du reste, il y a une recommandation récente de l'autorité des marchés financiers du 11 mars, je crois, quelque chose comme ça, sur la manière dont précisément les critères, ce type de critères, pas seulement sur l'immobilier, c'est plus général, mais les critères doivent être pris en compte pour éviter notamment tout ce qui serait du greenwashing, c'est-à-dire du bidon, quoi, pour parler vulgairement. Alors, question suivante. Pensez-vous que la qualité croît de manière systématique eu égard à la hausse vertigineuse des prix de l'immobilier que nous connaissons à Paris?
Je sais pas, là, je peux peut-être répondre. C'est l'exemple typique de la rareté et de l'offre et de la demande qui va influer beaucoup plus que les aspects qualitatifs sur les prix. Donc, c'est ce que je disais un petit peu au début, à savoir que à partir du moment où vous acceptez cette situation où la localisation est rare, s'il y a une demande qui augmente, les prix augmentent et ces prix qui augmentent ne sont pas une réflexion complètement de la qualité. Le fait quand même qu'il y ait une demande pour un bien rare est quand même aussi la réflexion d'une qualité, cette fois, entre guillemets, urbaine. Pourquoi les prix augmentent à Paris, pourquoi ils augmentent à un moment donné et dans une ville donnée, c'est aussi parce que cette ville a une reconnaissance par le marché de la qualité justement de ce qu'elle amène. Hein. Donc, c'est des externalités urbaines qui sont de l'emploi, l'éducation, la circulation d'informations, tout un tas d'aspects très positifs. Olivier, vous voulez intervenir sur le sujet? Oui, pour ajouter un petit complément, oui, effectivement, il y a pas de corrélation à Paris entre le prix et la valeur, comme l'a dit Étienne, c'est simplement le résultat d'un équilibre de l'offre et la demande qui est en train de bouger. Je pense que la conséquence de cette augmentation de prix fait que les utilisateurs d'immobilier aujourd'hui ont tendance à être justement de plus en plus soucieux de qualité. C'est-à-dire qu'ils disent, bon, on a bien compris qu'on est sur un marché, offreur, donc où les prix finalement sont fixés plus par l'offre que par la demande. Mais maintenant, quand on arrive à des niveaux de 800 euros, des loyers de 800 euros ou plus, ou 900 euros par mètre carré par an, écoutez, on veut de la qualité. Donc on y revient de toute façon. Alors, question suivante. Pouvez-vous nous donner un exemple de critère qui est, selon vous, trop souvent délaissé à tort dans l'appréciation de la qualité d'un actif immobilier? Je ne sais pas qui veut répondre. Mais nous, ce qu'on constate, c'est que donc, dans les analyses qu'on a conduites sur la relation entre justement les valeurs locatives de marché, c'est-à-dire les loyers déterminés par les experts et leurs déterminants, ce qu'on constate, c'est que grosso modo, il semblerait que les évaluateurs en fait fonctionnent avec des courts-circuits de jugement qu'on appelle des heuristiques, qui consistent à regarder la localisation, regarder l'esthétique de l'immeuble, et puis je crois que c'est à peu près tout. Donc ça veut dire que tous les autres critères, donc on a parlé de confort, on a parlé de flexibilité, d'efficacité, on a parlé de réduction de l'impact environnemental, aujourd'hui sont finalement très peu intégrés ou sont très peu discriminants explicatifs dans les différences de loyer. Donc les exemples sont extrêmement nombreux. Monsieur Dupuis? Oui, je confirme, on a eu quelques cas comme ça. Alors j'en ai un en tête assez immédiat à Francfort, où effectivement une partie du travail consiste à entre guillemets connecter l'actif avec son marché. Donc là, on n'est même pas avec les évaluateurs, mais entre guillemets éduquer le marché sur les caractéristiques de l'actif qui sont extrêmement positives, et de entre guillemets faire constater au marché qu'ils acceptent de payer un loyer sur des immeubles qui finalement sont très comparables et qu'ils acceptent de payer un loyer plus élevé que le loyer actuel de l'actif, et donc quelque part faire émerger la qualité véritable versus une sorte de perception essentiellement liée à la localisation, à une connexion qui est pas encore évidente en termes de circulation. Donc un des facteurs, je dirais, c'est presque une sorte de qualité d'utilisation, de flexibilité, de fluidité d'utilisation de l'immeuble qui parfois est pas bien valorisée. Et en fait, on en revient presque à une valorisation du temps. Je suis frappé parfois, c'est des démarches que je mets en place, c'est le fait que, par exemple, vous deviez attendre 20 secondes à un ascenseur.
quand vous arrivez dans un immeuble. Finalement, est-ce que c'est vraiment supportable? Alors, c'est un tout petit exemple, hein, évidemment, mais vous avez ce genre de choses qui peuvent s'accumuler en perception et c'est finalement ce que je qualifierais un peu du confort d'utilisateur qui n'est pas encore très bien valorisé. Est-ce que j'ai une question à vous poser à la suite de ce que vous venez de dire? Est-ce que vous pensez que le fait que la température augmente quand même de manière très sensible dans les villes, et donc le besoin de fraîcheur, le besoin d'îlots de verdure, enfin tout ce développement-là, va avoir une incidence rapide sur la valeur des bâtiments? Alors, ça, c'est le risque physique que nous traitons à l'heure actuelle, hein, en utilisant les cartes du GIEC. On utilise des consultants qui nous font des scorings. Donc, c'est le risque lié au changement climatique que je qualifierais de risque, entre guillemets, risque de transition, avec une notion d'obsolescence technique face au bouleversement, et puis de risque, entre guillemets, physique, c'est-à-dire que, voilà, si vous êtes placé dans un site qui n'arrive plus à fonctionner parce que vous souffrez d'une canicule pendant 30 jours d'affilée, c'est un vrai problème de risque par rapport à l'investissement. Alors, ce que je dirais, c'est ce que je trouve intéressant, c'est que c'est absolument désolant et frappant de voir que la science du climat existe depuis quand même assez longtemps. Les alertes sont arrivées depuis assez longtemps. Et je dirais que c'est un petit peu le phénomène des catastrophes en général. Si c'est loin et si vous n'êtes pas touché personnellement, c'est loin. Et le problème du changement climatique, c'est que c'est pas touché, les gens ne sont pas touchés personnellement puisque ça touche globalement la planète. Bon, qu'en est-il pour moi? Je ne sais pas. Et puis il y a un deuxième problème qui est très important, c'est que c'est loin dans le temps. Alors l'intérêt de la chose aujourd'hui, c'est que depuis que les annonces sont faites, je pense qu'on est facilement de l'ordre de 25-30 ans. On devrait se souvenir quand même du discours de Jacques Chirac en 1995, c'était au XXe siècle. Il nous disait déjà que la maison brûle. Et si Jacques Chirac le disait, c'est que pas mal de scientifiques. C'est 2002 le discours de Chirac. Si je puis me permettre le discours. Alors corriger, c'est très bien. Je ne sais plus pourquoi je pense à 95, mais je pense qu'il doit y avoir un papier qui fait des révélations à cette époque-là. Alors, pardon. Donc, mais c'est pas. Parce que c'est le moment où j'étais ministre de l'Environnement et j'ai beaucoup parlé de climat à ce moment-là. Bon, bah alors c'est ça. Voilà. Donc, pardon. Ça me permet de rendre un deuxième hommage. Donc, bon, enfin bref. Donc, on connaît le problème, si j'ose dire. On n'a pas voulu l'entendre. Je raisonne en plus sur je dirais, là, cette fois, je me transpose dans le contexte américain où Al Gore fait sa tournée. Et là, je crois que j'espère que je ne me trompe pas sur les dates, ça doit être 2006-2007. Et tout ce que ces gens ont dit, les uns après les autres, aujourd'hui, c'est un fait. Donc, on a une sorte d'avantage, c'est que la communication, elle est patente. Tout le monde peut aller voir les discours sur YouTube. Tout le monde peut relire les papiers. Et tout ce qui avait été prédit est en train de se réaliser. Donc, cette notion de vérité, déjà, commence à s'établir mieux. Du coup, les prévisions qui, à l'époque de 95, de 2000, etc., parlaient de changements qui étaient à l'horizon de 30, 40 ans, c'est-à-dire au-delà d'une génération, et bien maintenant, ça y est, c'est plus au-delà d'une génération. Donc, la distance est réduite. La distance dans le temps est réduite. Donc, il y a un facteur de vérité, un facteur de distance dans le temps qui est bien meilleur aujourd'hui, manquait un petit peu un facteur de localisation. Et là, ça y est, on commence à avoir justement des cartes et on commence à comprendre le changement climatique. Ça veut dire ça pour Paris, ça veut dire ça pour Madrid, ça veut dire ça pour Munich, ça veut dire ça pour Londres, etc. Et là, on commence à pouvoir anticiper ce qui peut se passer. Donc, ça y est, je pense que la sphère financière, le régulateur, mais la sphère financière dans son analyse financière, des risques notamment, a compris. Et donc là, ça va être un facteur d'accélération absolument phénoménal, je pense. En tout cas, je le souhaite, en termes d'impact, parce que ça y est, la crise commence à être comprise. Et je dirais que si on parle de valeur verte, pour le coup, la sphère financière s'occupe, entre guillemets, en première instance du risque vert. Alors, il n'est pas vert le risque en l'occurrence, il est probablement plutôt assez jaune parce que c'est un risque de réchauffement climatique, mais
mais on est dans une configuration là où les trois planètes, vérité, distance dans le temps et distance physique, commencent à être bien alignées et cohérentes. Donc c'est encourageant, on peut espérer. Alors, si je peux ajouter, oui. quelque chose, oui, comment dire, la densité d'espace vert fait partie de l'évaluation de la qualité qu'on réalise. On est précisément en train de mettre à jour nos modèles, donc des modèles qui sont, j'ai expliqué très rapidement tout à l'heure, mais qui sont basés sur l'intelligence collective des parties prenantes. Donc ça veut dire que concrètement, on va sonder les parties prenantes sur l'évolution de leurs préférences. Et donc on a commencé cet exercice-là en 2017, donc on commence à avoir un petit peu d'historique. Et donc ça serait intéressant de voir effectivement dans quelle mesure cette dimension-là prend du poids au fil du temps et confirme les hypothèses d'Étienne. Alors, question suivante. Monsieur Dupuis évoquait une expérience inédite en termes de qualité menée à Hambourg. Aurait-il des exemples concrets réalisés dans d'autres pays? Alors, oui, beaucoup. Si vous voulez un exemple caractéristique, nous avons acheté en 2015 un immeuble dans le quartier central des affaires à Paris, qui était un immeuble qui était entre guillemets dans son jus, comme on dit, que nous avons évalué avec RQR, qui avait à peu près un score de 575, si je me souviens bien, qui à l'époque pour l'état du site justifiait une valeur locative de l'ordre de 570. D'ailleurs, c'est toujours assez intéressant de voir finalement le score et le loyer pour le cas parisien est assez proche. Et nous avons établi une notion d'arbitrage potentiel en se disant que si on rénovait cet immeuble, on serait probablement rare au moment où l'immeuble serait livré. Donc, on avait anticipé l'offre et la demande de locaux de qualité et on s'est dit, on est rare, mais quoi qu'il arrive, on a un marché solvable aussi et donc on va fabriquer ce qu'on va espérer être le meilleur ou un des 3 meilleurs immeubles de Paris. Donc, on a maximisé la qualité tous azimuts. Et en l'occurrence, on a travaillé à la performance énergétique. On a joué sur la résilience même de la coque de l'immeuble, puisque c'est un mélange d'haussmannien et d'années 30, mais avec donc de la pierre de taille qui déjà amène une certaine résilience. On a travaillé cette résilience. Je vous dirais même que le travail de cette résilience nous a permis de calibrer les équipements et de faire réaliser à peu près 5 € du mètre carré d'économie de charge, simplement sur la climatisation et le chauffage. Donc, c'est quelque chose qui se mesure aussi en euros à la fin. On a travaillé avec une entreprise qui s'appelle Sous les fraises pour réaliser ce qui nous a été décrit par l'ensemble des acteurs comme un challenge impossible. Mais c'est un immeuble qui ne rejette pas d'eau usée. Il ne rejette pas ses eaux grises. Donc, il rejette dans l'environnement une eau qui a été filtrée, traitée par cette installation qu'a développée Sous les fraises, qui est une entreprise que j'aime beaucoup parce qu'elle a vraiment travaillé à la fabrication de sols pour ces équipements. Donc, c'est un sol qui est vertical, il y a des systèmes de poche, etc. Mais c'est un vrai sol, c'est pas une sorte de membrane qui fait que les plantes doivent être renouvelées par quart ou par tiers tous les ans, comme dans beaucoup de cas, malheureusement, sur des façades végétalisées. Avec ce système-là, on crée un îlot de fraîcheur de 1,5 degré. Ça aussi, ça aide la clim de l'immeuble en été. Et puis, voilà. Donc, on a un immeuble vertueux sur tous les plans. On a atteint un score, si je ne m'abuse, proche de 900. Et le loyer, pour l'instant, est confidentiel, mais il est tout à fait satisfaisant et il a établi une nouvelle référence. Mais, encore une fois, on était content de pouvoir dire que cette référence a un peu joué sur la rareté, puisqu'on avait 3 candidats au moment de la dénégociation. Mais je dirais que c'est un vrai prix de qualité. Et donc, il est très bien placé dans le nuage de points qu'Olivier Meige a généré sur le marché parisien. On a une très bonne corrélation entre la qualité et le loyer atteint. Alors, nous sommes à la dernière question. BREEAM Outstanding, HQE, enfin, il maximise évidemment toutes les dimensions, parce que c'est important aussi de s'équiper en rating extérieur, évidemment, outre RQR. Pardon. Alors, dernière question, la vérité dite écologique des prix ne va-t-elle pas aller à l'encontre de la spéculation des prix de l'immobilier qui semble se généraliser depuis plusieurs années? Alors messieurs.
Alors déjà, la spéculation, ça veut dire regarder l'avenir. Donc, il y a une distinction importante à faire entre ce qui est de la spéculation et ce qui est effectivement de l'arbitrage. L'arbitrage, quelque part, est une sorte de confiscation de la valeur par des acteurs sur un marché. Donc, c'est quelque part un comportement prédateur dans un écosystème, prédateur sans retour. La spéculation, c'est se projeter dans l'avenir. Donc, qu'il y ait eu de l'arbitrage immobilier, oui. Maintenant, la spéculation au sens jeu facile, etc., finalement, je suis pas sûr qu'elle ait eu lieu tant que ça sur ce marché parisien. Les prix ont augmenté, à mon avis, nourris par d'autres moteurs que la simple spéculation. Si vous constatez quand même que les émissions monétaires et le quantitative easing ont augmenté les ressources financières globalement dans le monde, que ces ressources financières, à un moment donné, s'allouent sur un marché qui a de nombreuses qualités, parce que le marché de Paris a de nombreuses qualités, éventuellement, c'est plus ça qui fait monter les prix qu'une sorte de spéculation par des acteurs qui manipuleraient. Bon, voilà. Olivier, je te laisse compléter. Oui, bah, je pense que à partir du moment où on a un système donc de valeurs qui reflète justement la vérité écologique, enfin qui amène les prix à leur vérité écologique, bah, disons que c'est un encouragement, c'est pas une désincitation à la spéculation, mais c'est au moins un encouragement à la création de valeur véritable dont parlait Étienne. L'idée, c'est pas juste, on considère que la localisation, la rareté, c'est une option, et ben, on veut utiliser cette option, on veut oui, valoriser cette option en proposant de la qualité. Après, il faut bien voir que la spéculation en immobilier, on ne peut qu'être long, c'est-à-dire qu'on ne peut que acheter et essayer de vendre au bon moment. On peut pas être court sur l'immobilier. Et là, on arrive à mon avis, sur un marché dans les quelques années qui viennent, qui va être un marché relativement plat pour les valeurs, voire qui va même peut-être décroître un petit peu avec l'incertitude associée au Covid, notamment, qui aujourd'hui se traduit par un arrêt des transactions sur le marché locatif et sur le marché de l'investissement. Donc, arrêt de transactions dans un marché qui est justement basé sur l'analyse des comparables, des transactions passées, bah, ça crée une sorte de brouillard de guerre en fait qui fait que il y a un sentiment d'incertitude qui conduit à une baisse des prix. Et donc, dans un marché stable, voire légèrement baissier, bah, la seule façon finalement de faire de l'argent, ça ne sera pas la spéculation, ça sera la création de valeur. Très bien, mais écoutez, merci beaucoup messieurs. J'espère que nos participants ont été intéressés, comme je l'ai été moi-même, de vous écouter. Je rappellerai que vous allez recevoir un questionnaire de satisfaction, donc merci de bien vouloir à ceux qui acceptent de le faire, aux participants, de bien vouloir y répondre. Je rappelle que tous nos webinaires se retrouvent en replay sur notre chaîne YouTube. Et pour messieurs, ceux d'entre vous qui souhaiteraient pouvoir relayer, il n'y a aucune difficulté, on vous donnera tous les liens qu'il faut pour ça. Vous rappelez également que notre prochain webinaire aura donc lieu le 3 juin 2020. Ce sera le premier webinaire consacré aux questions de biodiversité. Nous en aurons 3 successifs. Et celui-là sera consacré à la question de la patrimonialisation ou non de la biodiversité. C'est un sujet important sur le plan économique, sur le plan écologique, sur le plan financier. Donc, je ne doute pas que c'est un webinaire qui vous intéressera les uns et les autres. En tout cas, merci pour votre attention. Merci Olivier Meige. Merci Étienne Dupuis pour votre participation et la qualité de vos interventions. À bientôt. Merci. À bientôt, merci beaucoup.